C'est vraiment un coup de tonnerre politique. On n'est pas dans une vie normale. C'est absurde. Je suis à la fois écœuré et blessé. Moi, je suis heureux. Vous suivez pas? Il faut être honnête pour cette histoire d'audition. Elle a de l'importance parce que pour moi, elle peut marquer un tournant. Quel tournant? Celui où nous retournons la situation d'évidence du droit à dire n'importe quoi, à afficher une islamophobie crasse, à insulter 6 millions de personnes dans ce pays en raison de leur foi, et d'assister à la télévision à des surenchères permanentes d'injures, de grossièreté, d'affirmations lamentables. Bon, et je pense que peut-être que cette audition marque ce tournant. Alors, des fois, je vais vous dire franchement les choses, comme dit Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Parce que bon, bien sûr, bah oui. Non mais je dis même pas ça pour le président. Le gars qui présidait, il avait une chose à faire, c'est faire croire à tout le monde que c'était une commission. Donc il fallait qu'il se tienne, quoi. Il s'est tenu, il sait le faire, il sait bien le faire, honnêtement. C'est pas parce qu'on marque un point qu'on doit mépriser nos adversaires. Il a fait ce qu'il a pu. De même, le rapporteur, bon d'accord, c'est un gros facho, mais il a fait son boulot. Il a lu son paplard, il a lu son papier, il l'a fait avec sérieux, il n'a pas pris tout le temps de parole pour lui. Bon. Donc ces deux-là, ils ont fait leur boulot. Mais où étaient les autres? C'est ça qui est incroyable. Pourquoi ils n'écoutent pas vraiment CNews? CNews, ils ont dit, quand on affronte Mélenchon, on vient à 40, 2 heures avant. Pas à 0. Je rentre dans cette salle, je rentre dans la salle, arrêtez, parce que ça va durer des heures sinon, mais je rentre dans la salle, il n'y a personne. Enfin, si, il y a des journalistes partout, et au milieu, je vois madame la députée, Prisca, qui est assise en face de moi, pauvre femme. Puis moi, j'éprouve de la sympathie pour elle, parce qu'il y a bourriaude, comme on dit en Franche-Comté. Oui, ils sont là, comme ça, à la poussée. Et bon, alors elle fait comme ça, alors moi je lui fais comme ça. Bon, bref. Vous voyez, après ça, ça devient difficile de se massacrer. Alors, elle a fait ce qu'elle a pu, elle me dit 2-3 horreurs qui n'avaient aucun sens. Et l'affaire a été réglée comme ça. Mais je pense que nous avons passé un moment qui est utile pour la cause, comme je viens de le dire à l'instant. Deuxièmement, pourquoi ça a eu un tel impact? Parce que c'est une respiration. Le peuple français, dans sa profondeur, pas seulement les musulmans que dans cette circonstance, j'étais en train de défendre du point de vue de leur liberté du culte et surtout de leur liberté de conscience. Pas seulement, mais tous les autres. Je veux dire, le peuple français n'aime pas ces chasses aux sorcières comme ça, sans arrêt, insultant, parce que chacun d'entre nous, même si tout ça est très lointain, il vit avec des gens autour de soi, il n'a pas envie qu'on maltraite les gens comme ça. Donc c'était une respiration pour tout le monde. Ah tiens, voilà un type qui dit que bon, tout ça n'est pas bien grave, que bon, faut quand même regarder l'histoire de France et que quand même on est un peuple qui a fait 2 siècles de guerre civile religieuse, on pourrait peut-être éviter de recommencer tous les siècles. Bon, alors et puis c'est la déroute de l'adversaire. Mais j'y ai réfléchi, vous voyez. J'ai tous les défauts du monde, mais certains me rendent service. Je suis tellement méfiant que je me méfie même de mes victoires. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans, qui n'est pas dû à moi, qui n'est pas dû à vous, qui est dû à eux. Car s'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire que vous affrontez, il ne faut pas non plus le surestimer. Et voyez-vous, comme disait quelqu'un, la stupidité est un facteur de l'histoire. Et quand un type va répétant partout qu'il va me découper en lanières, et que le jour où je suis là, il n'est pas là, il faut qu'il y ait une raison. La raison, c'est qu'il sait que tout ce qu'il raconte est un tissu de fadaises, de choses qui n'existent pas. Et comme lui fait sans doute plus de boulot que les journalistes c'est simple, ils lisent rien, ils sont au courant de rien, il vient, il répète les éléments de langage. Je ne sais pas qui les leur distribue, c'est assez miraculeux. Parce que sur toutes les chaînes de télé en même temps, les mêmes mots, sur les mêmes points, bon. Eh ben ouais, il faut bien que quelqu'un distribue ça, ils ont le temps de rien faire. Donc ils lisent des éléments et puis ils les lisent. Bon, voilà. Alors, ils n'ont pas lu les comptes rendus. Nous, si. Quand on a décidé qu'on y allait, d'abord on a dit on n'irait pas. Et aussitôt, c'est là qu'ils sont cons. Il démarre la campagne, oui, c'est parce qu'il a quelque chose à cacher, nanani, nanana. Bon, très bien, ok, on va regarder. Comme on a un bon système de direction collective, et que comme c'est motu chez Bouscouju, personne ne sait jamais de quoi on discute et qui a quel avis.
et qui en change. Parce que notre plus grand talent, c'est d'être capable de changer d'avis en cours de route dans une lutte sans que ça se voie et sans que ça fasse des histoires pour la télé, les investitures et je ne sais pas quoi. Alors, on a changé d'avis. Pourquoi ? Parce qu'on a lu les comptes rendus. Et qu'est-ce qu'on découvre dedans ? Le fait que nous sommes définitivement innocentés. Définitivement. Alors, apparemment, comme ils disent toujours pas, en dépit de ce qu'ils viennent de subir, ils continuent. Alors, j'ai vu les rageux du lendemain. Alors, les rageux du lendemain. Ils ne savent pas quoi trouver. Alors, il y en avait un qui disait « Ah, Mélenchon, il n'a pas reconnu ses liens avec les islamistes. Ça prouve, comme il le cache, qu'il pratique la taqiyya. » Juste ciel. Chaque fois que vous direz non à quelque chose qui n'est pas vrai, êtes-vous en train de mentir ou de pratiquer la taqiyya ? Inutile de vous dire qu'on rigolait comme des ânes ensemble à entendre un truc pareil. Et après, il y en avait un autre pas mal aussi. Il s'appelle Yohann Usaï. Excusez-moi si je prononce mal le mot, je ne sais pas comment ça se dit. Et ça se voyait sur CNews. Et alors lui, il dit « Non, mais il y a un problème quand même qui reste dans ce pays, c'est Mélenchon, qui a un lien direct avec les islamistes, et c'est reconnu, et c'est écrit, blablabla, blablabla. » Ben non, mon pote. C'est le contraire qui est écrit. T'as qu'à lire les comptes rendus au lieu d'en parler. Lis les comptes rendus. Nous sommes définitivement innocentés de quelque lien que ce soit, pour une raison très simple, c'est que les seuls qui ont retenu l'attention du service de renseignement de la préfecture de Paris ou de la DGSE, qui est le service central de renseignement, ce sont les fachos, pas nous, pour les liens avec les islamistes. Une question simple que se posent nombre de Français, je n'ai pas eu de réponse. Quelle est la part variable qui sera attribuée cette année à la présidente de France Télévisions? Vous nous expliquez que la part variable est indépendante des résultats de l'entreprise. J'ai été moi-même entrepreneur, créateur d'entreprise et chef d'entreprise. L'ensemble des parts variables étaient d'une façon ou d'une autre dépendantes des résultats de l'entreprise. C'est la moindre des choses et je m'étonne de votre justification. Je m'étonne d'autant plus de l'absence de réponse sur le montant. Quel est le montant de la part variable qui sera attribuée cette année que la Cour des comptes nous a signalé? Je voudrais simplement dire que le salaire dans sa forme, avec une part fixe, une part variable, tel qu'il est prévu pour moi aujourd'hui, est exactement le salaire qui a été décidé pour Rémi Fimelin en 2010 par Nicolas Sarkozy, donc à l'euro près. Donc je dis juste que depuis 15 ans, c'est la même chose. Après, on peut discuter, est-ce que c'est trop, pas assez, c'est pas moi qui décide. Vous l'avez bien rappelé, c'est en effet le ministre des Finances. Donc, comme l'a souligné la présidente, le montant de son salaire, ce n'est pas elle qui le détermine, mais en effet, c'est l'État. Il est d'ailleurs correspond grosso modo au salaire des dirigeants des grandes entreprises publiques françaises dont l'État est actionnaire à 100%. Le montant, il est public. Il se monte à 322 € fixe et une part variable d'un montant maximum de 78 000 €, soit un montant total maximum de 400 000 €, brut évidemment. Et pour répondre à la question de monsieur le rapporteur, il y a dans les critères de la part variable, en effet, un critère qui porte sur les résultats budgétaires et comptables de l'entreprise. Et donc, en effet, en fonction de la dégradation des comptes, il est probable, mais c'est encore trop tôt pour le dire, mais il est probable que cette part d'objectif ne sera sans doute pas atteinte et donc ne sera pas versée dans le montant de la part variable. Mais il n'y a pas que les montants liés aux résultats économiques et financiers de l'entreprise dans les critères de la part variable. Je précise que la présidente n'intervient pas dans les discussions avec l'État sur le montant de sa part variable et que lorsque le montant est examiné et approuvé par le conseil d'administration, la présidente se déporte et ne siège pas pendant cette période du conseil d'administration. Je voulais revenir sur cette phrase d'Antoine Léaumont que vous aviez citée, Pierre. La police tue, c'est factuel. Alma Dufour, vous souscriviez à cette phrase il y a quelques secondes. Je voulais savoir si quelqu'un en face de vous venait et disait l'immigration tue, c'est factuel. Qu'est-ce que vous lui répondriez? Je répondrais qu'à la différence, en fait, que la question, elle est la question systémique. C'est pour ça que j'ai tenu à parler de la justice et de la question de quelles sanctions ou pas quand il y a des violations de l'état de droit par les forces de l'ordre. Quand une personne migrante tue quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire, elle est poursuivie, elle est jugée, elle est souvent emprisonnée, elle est emprisonnée, et donc ce serait faux de dire qu'il y a comme une protection
et un encouragement à l'impunité des personnes étrangères en France quand elles commettent des crimes ou des délits. Mais le côté généralisation vous gêne pas dans ces deux phrases? Mais en fait, la question, évidemment que c'est une généralisation, la police tue, c'est ce que j'ai dit, elle tue trop, parce que statistiquement, évidemment que le nombre d'homicides en France, je crois, si vous me corrigez, mais je crois que c'est à peu près 800 par an, on estime à 54 le nombre de personnes tuées par la police. Donc vous faites le ratio, c'est pas évidemment c'est pas la police qui tue le plus en France, c'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, je pense on l'a dit comme ça parce qu'il faut se prendre en compte la dimension systémique et le caractère d'impunité qui règne en fait depuis des décennies. C'est pas nouveau en fait. Pourquoi il y a des mouvements de colère, des manifestations comme ça, c'est parce que les victimes et les familles de victimes n'ont souvent pas confiance en la justice pour aller condamner de la même manière un policier coupable de meurtre ou coupable de mutilation avec un LBD que si c'était un justiciable de droit commun. Et c'est là où on pointe la dérive en fait. C'est pas. Vous avez raison, statistiquement. C'est pas ça, mais la question c'est pourquoi on a un système judiciaire à double vitesse qui ne semble pas prendre la mesure en fait des dérives qu'il y a aujourd'hui en France avec une partie seulement des forces de l'ordre, mais qui est réelle. Mais vous conviendrez que quand M. Delogu s'adresse à Marseille dans le cadre d'une campagne électorale dans la deuxième ville de France et qu'il appelle Assa Traoré alors qu'il y a eu un jugement dans cette affaire et qui redit que la police tue, c'est pas forcément une... Il a dit que la police avait tué Adama Traoré. Et moi, je vais vous le dire, c'est le cas classique et absolument flagrant de l'impunité judiciaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je vais vous le dire clairement, et ça me coûte parce que je suis élu de la nation et je ne devrais pas me remettre en question un jugement. Et pourtant, je le fais aujourd'hui. Oui, je le fais parce que j'ai suivi toute l'affaire. J'ai suivi toute l'affaire, les autopsies qui n'ont pas été faites à temps, le corps qui a failli être inhumé avant qu'il y ait une autopsie, etc., etc. Je vous le dis, effectivement, la mort d'Adama Traoré n'était pas un accident. Et c'est très malheureux, la justice a tranché, donc maintenant c'est comme ça. Mais moi, je vous le dis, ça fait partie des procès absolument typiques de l'impunité de la police en France. Voilà, et je l'assume. Vous le dites ce soir. Et si le ministre de l'Intérieur veut porter plainte contre moi, j'irai défendre mon opinion devant un juge. Je voudrais qu'on parle du budget. On est bien d'accord, le viol commis par Hassan Traoré sur la personne qui partageait la cellule avec lui. C'est pas Adama Traoré, du coup. C'est pas la même personne. Pardonnez-moi, je ne voudrais pas qu'on refasse l'affaire Adama Traoré parce que là, on parle de quelqu'un et là, vous me parlez de quelqu'un d'autre. Qui est certes de la même famille. De la famille Traoré. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec l'affaire. Alors, je voudrais qu'on parle du budget et qu'on écoute Olivier Faure qui appelle à voter le budget coûte que coûte. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Aujourd'hui, c'est une copie qui est passable et donc c'est la raison pour laquelle demain, devant mon groupe, je plaiderai le fait que nous votions pour. Parce que je vois bien ce qui se passe à droite, je vois bien qu'il y a toute une série de gens qui sont devenus des ingénieurs du chaos, Édouard Philippe en tête, et donc c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons, en regard, prendre notre responsabilité, accepter l'idée que, pour la première fois, nous votions pour un projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'il est l'objet d'un compromis. Il n'est pas notre projet, mais il n'est pas non plus celui de Sébastien Lecornu, il est celui que le Parlement a accouché à l'issue de débats qui ont duré déjà 1 mois et demi. Bon, c'est dur à prononcer. On sent qu'Olivier Faure n'a pas eu le meilleur repas de sa vie quand il dit ça. Le bois est un peu grand. Bon, je sais qu'on est loin de la... Je sais qu'on est... L'image est assez intéressante. Je sais qu'on est assez loin des accords de la NUPES, Alma Dufour. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration ? On lui souhaite bon appétit. Non, pardon. Non, mais bon. Vous devez être heureuse. Rigoler, parce que, honnêtement, vous devez être heureuse parce que pour une fois, vous n'êtes pas qualifié d'ingénieur du chaos. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup, merci de le dire. Non, mais on prend nos... C'est pas Joseph, c'est Olivier Faure. Heureusement qu'on ne prend pas nos médailles de bonne conduite auprès de Monsieur Faure. Mais bon, en fait, ça vient entériner quelque chose qu'on voit venir depuis 1 an déjà, c'est-à-dire un changement d'alliance du PS qui retourne à ses premiers amours, c'est-à-dire le macronisme, qu'il a quand même engendré. Je rappelle quand même que c'est François Hollande qui a créé, entre guillemets, Emmanuel Macron en tant que figure politique, qui nous a donné... En tout cas, c'est lui qui l'a mis sur le devant de la scène, sachant que Emmanuel Macron était socialiste au départ. Et c'est ça, et qu'un tiers des députés macronistes, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron et de la nouvelle majorité, étaient des socialistes. Donc il y a des liens très forts entre ces deux partis depuis longtemps. Nous, on s'est fait un peu avoir, je vais dire ça comme ça. On pensait que c'était un divorce en bonne et due forme, que la NUPES avait signé la fin d'un PS droitisant, et en fait on se rend compte que pour des calculs politiques, finalement
au final, le programme ne compte pas tant que ça. Ce qui compte, c'est de garder les sièges et de continuer comme avant. Donc, Joseph si le Massescaron. Front républicain était à refaire, est-ce que vous le referiez? Contre le Rassemblement national? Oui. Bah, écoutez, oui. En dépit de tout ce que vous venez de dire sur le Parti socialiste. Évidemment, enfin, nous, on est responsables. Le problème. Enfin, évidemment, en même temps, il y a certaines dispositions dans les deux budgets, parce qu'il y a deux budgets, où vous étiez d'accord avec le Rassemblement national. Mais alors, le problème, c'est que le Rassemblement national copie notre programme économique qui et copie social. qui vote l'émotion avec qui ceci, que cela. Non, vraiment, je peux vous dire qu'ils nous copient, nous, parce que franchement, je suis à l'origine de pas mal des propositions sur l'industrie, et vraiment, je vois ma patte à chaque fois qu'ils prennent la parole. Dufour, est-ce qu'il y a, j'allais dire, la politique partisane d'un côté et les mesures de bon sens que vous diriez de bon sens et que le RN dirait de bon sens aussi, que vous votez en commun, tout simplement. Non, mais ça... Même si peut-être que moi ou d'autres ne croient pas qu'elles sont de bon sens. C'est une chose, mais la question, c'est que le Front républicain... Enfin, c'est qu'on ne croit pas... On ne croit pas au changement du Rassemblement national. On pense que ça reste un parti extrêmement dangereux pour nos institutions. Voilà, on parlait tout comme le RN pense que vous êtes extrêmement dangereux pour les institutions. La commission d'enquête, là, sur les liens supposés entre les partis politiques, mais soi-disant la LFI, en fait, et les terroristes, ça a surtout permis à Jean-Luc Mélenchon de rappeler que le seul parti qui a dans ses membres 3 personnes qui ont un lien direct avec le terrorisme, c'est le Rassemblement national. L'affaire de l'hypercachère, c'était Claude Herman, un membre du Rassemblement national qui avait fourni les armes à M. Koulibaly. Ensuite, il y a quand même un élu, un candidat aux élections départementales RN qui a fait un attentat. Jean-Luc Mélenchon. Un attentat, mais c'est prouvé par la presse. Ça, je vous invente rien. C'est des articles de presse qui sont sortis. Un attentat contre une mosquée, RN. Un RN aussi qui avait aidé Lafarge à négocier avec Daesh. Voilà, pendant cette négociation à l'époque en Syrie. Donc, excusez-moi, mais en fait, on n'est pas très rassurés. Là, ils investissent un ancien indépendantiste corse qui a aussi fait un attentat. Il y avait une candidate au RN qui avait aussi fait un attentat à la voiture bélier contre une mairie. Qui n'est plus candidate aujourd'hui. Non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire, vous imaginez si on avait le 10e vous voulez qu'on parle de Raphaël Arnaud dans ce cas-là? Il a fait un attentat, Raphaël Arnaud? Non, il n'a pas fait d'attentat, mais il est fiché S. Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Vous savez très bien qu'en France, il y a des tonnes et des tonnes de militants qui sont fichés S. Il a été condamné définitivement, monsieur Arnaud, pour violence en réunion sur un jeune de 16 ans, il me semble, à 5. Écoutez, je ne pense pas qu'il ait participé lui-même à ça. Revenons au budget. C'est que être fiché S et avoir fait un attentat, c'est pas la même chose. Non, ça, voilà, donc du coup, là, on vous parle de faits. Et donc, on est quand même dans une espèce de gradation. Je suis désolée, tuer des gens ou essayer d'en tuer et être fiché S parce qu'on a des activités militantes, non, c'est pas la même chose. Précisons quand même, Alma Dufour, pour être parfaitement honnête intellectuellement, que la commission d'enquête parlementaire visait les liens entre les partis politiques et l'islamisme, non pas seulement le terrorisme. Et Daesh, il y a tout un pan de la discussion. Et Daesh, c'est quoi? Non, mais ça, je suis bien d'accord avec vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes allé directement sur le terrorisme. Il y a tout un pan avant le terrorisme qui est concerné par la aussi vous parler de M. Sarkozy, parce que c'est marrant que M. Wauquiez l'ait pas invité à comparaître, parce que l'affaire, elle part quand même d'un attentat terroriste. On peut aussi sortir le livre qui est sorti sur les liens entre LFI et l'islamisme. Mais ce livre, il est creux, il est absolument vide. Et merci d'avoir. En fait, on remercie M. Wauquiez d'avoir fait cette commission d'enquête, parce qu'enfin, on a eu les services de renseignement français qui ont été invités à s'exprimer et qui ont dit qu'il n'y avait aucun lien matériel, manifeste et conséquent entre l'islamisme et nous. Et encore une fois, si on veut pointer... Non, mais c'est pas rapide du tout, c'est les services de renseignement, vous irez leur demander. Et puis je vais finir là-dessus. C'est qui le financeur des frères musulmans, puisque c'était un peu l'obsession de la commission d'enquête à travers le monde, c'est le Qatar. Bon, qui a soutenu le Qatar pour la Coupe du Monde, qui a envoyé les forces de l'ordre maintenir l'ordre au Qatar, qui a négocié pour le Qatar paye le moins d'impôts possible dans le cadre du PSG, c'est M. Darmanin. Donc à un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'était une commission d'enquête à l'image de son instigateur, c'est un fiasco politique qui nous a coûté de l'argent public.